Bonsoir Jordan Bardella, Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du Rassemblement national, le parti qualifié donc pour le second tour de l'élection présidentielle, avec un rolling IFOP fiducial qui donne Marine Le Pen à 47,5% d'intention de vote au second tour. Bon, c'est chaque jour notre résultat, effectivement. Alors on l'a vu, Marine Le Pen multiplier les conférences de presse depuis 2 jours. Aujourd'hui notamment, elle a parlé des propositions institutionnelles. Le référendum d'initiative populaire, d'initiative citoyenne et en réformant la Constitution. Et dans ce qu'elle dit, moi j'ai eu vraiment l'impression d'une forte défiance à l'égard des élus. Et en général, elle dit rendre la parole au peuple. Bon, évidemment, pas mal de dirigeants politiques dans le monde disent ça, on les qualifie entre guillemets de populistes. Vous me direz, mais le peuple, c'est formidable. Mais c'est surtout que ce qui m'a frappé, c'est les élus. Alors, la représentation par les élus, ça ne vaut rien, ça ne vaut plus rien, à votre avis ? Il n'y a pas de défiance vis-à-vis des élus, il y a de défiance vis-à-vis des gens qui sont au pouvoir. Pas vis-à-vis du corps d'élus en général, parce qu'il y a beaucoup de maires, beaucoup de conseils régionaux, de conseils départementaux qui, dans les territoires, beaucoup de parlementaires qui font un travail exemplaire et qui sont à l'avant-garde de la République française. Mais il y a un déficit démocratique aujourd'hui. Il y a des millions de Français qui ne se reconnaissent plus aujourd'hui dans des politiques qui sont conduites et dont on a le sentiment qu'elles sont systématiquement contraires à leurs intérêts. Et puis je vous rappelle qu'il s'est passé des choses pendant ce quinquennat. Il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes, ce grand mouvement populaire avec des Français qui sont descendus dans les rues en disant on n'est plus entendu, on n'est plus écouté, on souffre. Les Gilets jaunes, ça a été le cri de la France qui ne veut pas mourir. Michel Onfray, il a une bonne définition du peuple. Il dit le peuple, c'est ceux sur qui s'exerce le pouvoir. Or aujourd'hui, ceux sur qui s'exerce le pouvoir ne sont pas représentés. Je vous prends un exemple concret. En 2017, Marine Le Pen fait 11 millions de voix lors de la présidentielle, 34% au second tour. Là, vous voyez qu'on est donné à quasi-égalité avec les marges d'erreur. Nous avons 6 députés à l'Assemblée nationale. Donc ça pose un véritable problème. Nous, on souhaite 2 choses. D'abord, la proportionnelle à toutes les élections. C'est-à-dire que vous faites 30% des voix, vous avez 30% de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale doit être représentative, y compris de gens qui ne partagent pas du tout nos idées. Si demain, le NPA... Elle a parlé des 2 tiers seulement et d'un tiers des sièges qui seraient au scrutin majoritaire. Si demain... l'idée, c'est d'éviter une instabilité. Donc c'est pas 30%, 30%. C'est pour simplifier, mais disons un tiers pour vraiment maintenir une majorité, pour éviter qu'on se retrouve dans une instabilité qu'on a pu connaître sous la 4e République. Donc c'est une proportionnelle qui permet de dire tous les Français sont représentés à l'Assemblée nationale, mais même des Français qui votent pour Lutte ouvrière, qui votent pour le NPA, qui ne votent pas pour nous, doivent être représentés à l'Assemblée. Et je pense c'est un clin d'œil à gauche. NPA et Lutte ouvrière. Bon, si Reconquête, allez, Reconquête. Oui. Alors là, ça c'est du clin d'œil à gauche. Non, je vous ai parlé du Rassemblement national. Donc non, mais juste pour que vous compreniez notre esprit, qui est de dire l'Assemblée nationale, ça doit être la maison du peuple, de tous les Français, y compris des gens, c'est pour ça que je prenais le NPA et Lutte ouvrière, qui sont aux antipodes de ce que nous on pense et de notre vision de la société. Et deuxième chose, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Ça fait 30 ans que notre mouvement politique a ça dans son projet, on appelait ça le référendum d'initiative populaire. Ça consiste à dire, si 500 000 Français se regroupent, signe un texte pour déclencher un référendum sur tel ou tel sujet, peu importe le sujet, eh bien ce sujet, cette thématique de société est soumise à référendum. Et puis c'est vrai, vous le savez, on souhaite, pour répondre de manière très complète à votre question, développer le recours au référendum. Et le premier référendum qu'on fera voter et qu'on engagera dès les premiers mois du quinquennat, c'est un grand référendum sur l'immigration qui a pour but purement et simplement de reprendre le contrôle de la politique migratoire qui est devenue aujourd'hui, et ça c'est le bilan du gouvernement, complètement hors de contrôle. Jordan Bardella, c'est très intéressant que vous évoquiez ça parce que ce qu'on sent, Marine Le Pen, elle a dit aujourd'hui, je pense que mon programme social peut plaire aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et en fait, aujourd'hui, on sent bien, y compris dans sa prise de parole le dimanche soir, elle a une phrase vers la fin de son discours sur l'immigration et la sécurité et elle fait tout l'ensemble de son programme sur le pouvoir d'achat, sur la démocratie. On voit bien en direction des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que le contenu de ces référendums ne va pas leur plaire aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Parce que quand vous dites sur l'immigration, reprendre le contrôle de l'immigration, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, a priori, ils ne sont pas exactement sur cette ligne-là. Et donc, vous allez avoir un vrai décalage. Ils ne sont pas non plus sur la priorité nationale. Ils ne sont pas non plus sur la fin des versements des prestations sociales aux étrangers qui seront là. Il faut qu'ils soient là au moins 5 ans avant de les recevoir. Ils sont pas non plus sur l'interdiction du voile dans la rue. Voilà. Donc ceux-là, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, ce référendum-là, ça ne va pas leur plaire. Il y a eu un premier tour.
il y a eu un premier tour. Il y a 2 candidats qui ont été qualifiés, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ça valide au passage la recomposition entre 2 blocs que sont les nationaux, ceux qui incarnent aujourd'hui le bloc populaire, qui défendent les intérêts du peuple, de la nation dans l'ensemble de ses protections, et le bloc des mondialistes, des partisans de la dérégulation, qui est incarné par Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, pour vous répondre, après on pourra parler des électeurs d'Éric Zemmour, de Valérie Pécresse, mais il y en a un peu moins, mais des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ne veulent pas de la retraite à 65 ans, et qui pensent comme nous que la retraite à 60 ans pour les gens qui ont commencé à travailler très tôt et à 62 ans pour ceux qui ont commencé à travailler beaucoup plus tard, c'est raisonnable, c'est un choix de société qui est digne, c'est une vision de l'homme qui est respectable, qui est rationnelle, qui est sérieuse. Il y a beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont été indignés du licenciement, enfin de la mise sur la touche de 15 000 soignants avec un salaire de zéro. De la fermeture de 27 000 Là, vous avez entendu le président public. Macron dire, et Olivier Véran le confirmer, qu'avec la fin de l'épidémie, ils seront réintégrés. Surtout avec l'approche du second tour de l'élection présidentielle. On l'a vu d'ailleurs sur la réforme des retraites. C'est-à-dire que Emmanuel Macron veut la retraite à 65 ans, il le dit, ça permettra évidemment, on le sait, de faire des économies sur les pensions de retraite parce qu'il y a des millions de Français qui font des métiers de force et qui ne pourront pas travailler jusqu'à 65 ans, sinon à partir avec le dos cassé et les bras cassés. Qu'il existe des lois sur la pénibilité aujourd'hui déjà et sur les longues durées. Donc oui, mais ça n'a aucun... ça existe déjà, il faut pas tout mélanger là-dessus. Mais on peut rentrer dans le sujet. Il ne faut pas faire croire à ceux qui ont déjà des métiers pénibles qu'ils partiront à 65 ans. Non. Dans une loi future, et il y aura des négociations, et il y a déjà aujourd'hui des dispositifs de travail pénible et de longue durée. Donc, la moitié des Français qui aujourd'hui arrivent à l'âge de la retraite, donc 62 ans et 8 mois, sont au chômage. Donc, en réalité, quand vous êtes au chômage, vous contribuez beaucoup moins à votre retraite que si vous aviez un contrat ou si vous travailliez. Donc, cela a pour but de faire baisser le niveau des retraites puisque vous allez devoir être au chômage beaucoup plus longtemps. Donc, cette réforme a pour but de faire des économies sur la réforme des retraites. Nous, on défend autre chose. Vous avez aussi évolué sur les retraites, hein, vous avez changé. Parce qu'Emmanuel Macron nous laisse un pays avec 600 milliards de dettes. Mais vous voyez bien que vous êtes adapté aussi et que vous étiez sur la retraite à 60 ans et maintenant elle est à 62 ans, sauf pour ceux qui travaillent entre 17 et 20 ans. Parce qu'Emmanuel Macron nous laisse une situation, enfin le Mozart de la finance, nous laisse une situation économique catastrophique. 600 milliards d'euros de dettes, dont seulement, d'après la Cour des comptes, 189 000 sont imputables à la gestion du Covid. Tout le reste, la Cour des comptes le dit, c'est de la mauvaise gestion. Donc je dis juste que la réélection d'Emmanuel Macron, pour répondre concrètement à votre question, ça va être 5 ans de désastre et de casse sociale supplémentaire. Ça va être 5 ans de saignée fiscale supplémentaire. Et ça va être aussi 5 ans d'impuissance avec une forme anarchique d'immigration qui aujourd'hui encercle nos concitoyens et à l'égard de l'insécurité. L'insécurité, c'est pas être de droite, c'est pas être de gauche. On peut être de droite comme être de gauche et vouloir sortir en sécurité, en liberté, vouloir avoir ce droit au vivre en paix. Or, c'est vrai que sur ces questions-là, je réponds à une question que vous m'avez posée un petit peu plus tôt dans l'entretien, Marine Le Pen est très identifiée sur ces sujets. Il n'y a pas un seul Français qui doute de la volonté, de la détermination de Marine de rendre aux Français leur pays, de maîtriser l'immigration et d'engager le retour de l'ordre dans beaucoup de quartiers. Or, c'est vrai que dans cette campagne, la question sociale et la question du pouvoir d'achat se sont imposées. Nous les avons aussi imposées. La surprise de cette élection, c'est Marine Le Pen. C'est elle qui s'est imposée, qui a imposé ces thèmes. Elle était donnée au deuxième tour, d'abord avant, ensuite assez rapidement, après avoir... Il y a eu des épisodes. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'épisodes qu'on a suivis dans le détail. Une résilience incroyable, une solidité extraordinaire. Et si les Français ont mis Marine Le Pen au second tour, c'est pour 2 raisons. C'est d'abord parce que je pense que son programme répond à ces 2 grandes inquiétudes que sont la fin du mois et l'inquiétude de la fin de la France, de la défense de la France dans ce 21e siècle, et évidemment parce qu'elle est la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand vous parlez, on a l'impression que vous vous adressez aux électeurs d'Éric Zemmour, et quand j'ai entendu Marine Le Pen parler tout à l'heure, elle s'adressait aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Donc là, c'est un grand écart qui est assez compliqué. C'est votre en même temps, quoi. Non, c'est caricatural. Nos réserves de voix, parce que si on fait un peu d'arithmétique, nos réserves de voix, c'est les 70% de Français qui ne veulent pas voir Emmanuel Macron réélu. En vérité, il y a 72% des Français il y a beaucoup qui ont annoncé, qui ont voté contre Emmanuel Macron. Ouais. Et je pense que, en tout cas, notre volonté de se placer au-dessus des partis, dans l'état d'esprit qui était un peu celui du général de Gaulle, dans un régime où les partis politiques étaient à bout de souffle, et de rassembler, je dirais, le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche. Et c'est la raison pour laquelle elle a développé l'idée d'un gouvernement d'union nationale, avec des gens qui pourraient venir d'horizons divers. Et elle a d'ores et déjà annoncé, vous le savez, que son ministre de la Justice serait Jean-Paul Garot, qui est le père du parquet national antiterroriste, qui a été député des LR pendant près de 20 ans, et qui est un magistrat qui a coécrit notamment notre loi sur les idéologies islamistes. Oui, alors juste un mot, parce qu'elle m'a dit dans une interview la semaine dernière que pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas Arnaud Montebourg, par exemple, dans son futur gouvernement. Et Arnaud Montebourg, ce soir, a appelé à voter
pour Emmanuel Macron, par exemple. Et donc, quand vous dites 70% des Français sont a priori contre Emmanuel Macron, entre-temps, il y a eu des prises de position contre Marine Le Pen, en l'occurrence. Moi, j'entends les politiciens sur les plateaux de télévision appeler à voter contre Marine Le Pen. Sauf que quand vous êtes dans la rue, les gens veulent voter contre Emmanuel Macron. Donc, je veux dire, la question, c'est pas de voter contre, c'est de voter pour un projet, pour un choix de société. Nous, le projet de société qu'on présente aux Français, c'est un projet qui est raisonnable, qui est chiffré, qui vise à redonner du pouvoir d'achat. Ça, c'est une priorité. Vous savez que l'une des premières mesures qu'on fera voter, c'est notamment la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant et l'ensemble des énergies, le gaz, l'électricité, le fioul, parce qu'on considère que se chauffer ou se déplacer, c'est un bien de première nécessité pour les Français qui ont de plus en plus de mal à concrétiser ce bien-là. Et puis ce référendum sur l'immigration. Donc, je pense que ce sont des mesures de bon sens que nous défendons pour les Français. Il n'y a pas de mesures extrémistes. Et moi, je veux dire aux Français, et je dirais aux Français tout au long de cette campagne de second tour, fuyez le prêt-à-penser. N'écoutez pas la caricature que certains peuvent encore faire de notre projet. Écoutez Marine Le Pen, écoutez son projet, allez lire ce que nous proposons. Il y a beaucoup de choses intéressantes sur tous les sujets, et même, vous l'avez vu aujourd'hui, sur la démocratie et sur la réforme des institutions. Tout à fait, c'était intéressant, on en a largement parlé. Revenons sur justement le programme économique et la crédibilité. À l'instant, Olivier Véran, qui était sur ce plateau, disait, ben voilà, Marine Le Pen, elle propose tout, c'est-à-dire la baisse des taxes, la baisse des impôts, la hausse des salaires, etc., etc. Donc, à un moment donné, ça fait, dit-il, 100 milliards avec des choses 68. Alors, je sais, c'est ce que je lui ai dit, vous dites 68, eux disent 100 milliards, et 100 milliards, donc avec un déficit à craindre très important qui posera problème aux couches les plus populaires. Mais madame, parce que vous serez peut-être obligé de lever de nouveaux impôts. Madame, nous avons au gouvernement des gens qui se sont présentés en 2017 comme des champions en économie, qui ont donné des leçons à la terre entière et qui laissent à notre pays, à ma génération, 600 milliards d'euros de dettes. Qui nous laisse un pays dans lequel le pouvoir d'achat des très très riches a été renforcé et le pouvoir d'achat des Français les plus modestes a été considérablement affaibli. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'Institut des politiques publiques qui n'émane pas du Rassemblement national. Donc je pense que ces gens-là devraient être appelés à un peu d'humilité. La vérité, c'est que nous avons traversé 5 ans de tension, 5 ans de désunion entre les Français, où Emmanuel Macron a jeté les Français les uns contre les autres, avec des phrases toujours plus arrogantes, toujours plus blessantes pour les Français. Et j'aimerais quand même lui rappeler que les crises qu'il dénonce sont des crises qu'il a lui-même suscitées, parce que la crise des Gilets jaunes, c'est lui qui l'a suscitée, par son arrogance, par ses brimades, par la hausse des taxes sur les carburants, parce qu'il ne faut pas oublier, et c'est probablement ce qui attend les Français si Emmanuel Macron devait être réélu, dès son élection, la hausse de la TICPE, des taxes sur les carburants, qui a déclenché la crise des Gilets jaunes. Le manque de lits à l'hôpital public, moi j'écoutais avec attention le ministre Véran, qui a supprimé 27 000 lits depuis 2013 à l'hôpital public, c'est Emmanuel Macron, puisqu'avant d'être président, il était ministre de l'économie, conseiller économique de François Hollande. Je ne suis pas là pour le défendre, donc, mais il a aussi, comme ce n'est pas un débat, parce que pour le moment, vous ne l'avez pas souhaité ce soir. Je crois que c'est prévu. En tout cas, la semaine prochaine, mais en tout cas, il a fait le quoi qu'il en coûte et il a fait le Ségur de la santé. Enfin, il vous répondra ça. C'est-à-dire que la description que vous faites est quand même un peu univoque. Il y a eu des choses, vous pouvez critiquer, vous pouvez dire que c'est pas suffisant. Et certainement, 180 € par mois pour un soignant, c'est certainement pas suffisant. Mais il n'y a pas eu rien. Mais c'est le propre d'une campagne électorale. Je veux dire, on aura probablement l'occasion d'en discuter avec les porte-parole de La République En Marche, mais ils défendent leur bilan, nous défendons notre projet. Sur les soignants, nous disons que les soignants sont encore payés 10% de moins que la moyenne des soignants de l'OCDE. Mais où est-ce que vous trouvez l'argent ? Nous allons faire des économies. On a un projet, encore une fois, moi bien sûr. Je veux bien qu'on en débatte. On a 68 milliards d'euros qui est chiffré parfaitement. Encore une fois, tout ça, les Français pourront aller consulter ça sur le site de campagne de Marine Le Pen. Mais nous faisons des économies. La baisse de la TVA de 20% à 5,5%, ça coûte 12 milliards d'euros. L'ensemble des prestations sociales qui sont versées aux étrangers, c'est 16 milliards d'euros. Ce n'est pas ce que dit la Caisse d'allocation familiale qui considère que c'est 9 milliards d'euros qui sont aujourd'hui versés à des étrangers dont 30% sont des Européens. Donc cela, vous ne les comptez pas. 16 milliards d'euros. Donc voilà, c'est un exemple. Voilà, 16 milliards d'euros. C'est un exemple qui n'est pas tout à fait raccord avec votre budget. On peut toujours se distribuer sur quelques milliards. Les Français ont bien compris que leur pays était devenu un guichet social et qu'il y a beaucoup de gens qui venaient dans notre pays, non pas pour contribuer à la richesse nationale, mais pour vivre au crochet de l'État. Donc nous mettrons fin à ces pompes aspirantes. Nous réserverons les aides sociales, les prestations sociales aux Français. La réforme Emmanuel Macron, je pense que les Français qui nous écoutent ne sont pas capables de citer plus de 3 mesures que propose Emmanuel Macron.
Voilà. Moi, j'essaie un peu de m'intéresser au projet de M. Macron. Il n'y a pas plus de 3 mesures que les Français sont en capacité de citer. 2 mesures concrètes, c'est la retraite à 65 ans et un RSA en contrepartie d'un emploi. Mais là encore, il y a déjà une contrepartie qui existe quand vous recevez le RSA, qu'est la formation. Ce que veut faire en réalité Emmanuel Macron, puisqu'il a détaillé sa mesure, c'est des jobs à 6 € de l'heure. Donc le modèle de M. Macron, c'est la précarité pour tous. Et moi, ce que je reproche à Emmanuel Macron, c'est de jeter les Français entre les mains à la fois des prédateurs d'en bas avec l'explosion de la violence et de l'insécurité, dont personne ne parle dans cette campagne, et des prédateurs d'en haut, en continuant de pressurer, d'affaiblir le pouvoir d'achat des plus faibles, de remettre la politique de la France entre des mains de cabinets privés et notamment de McKinsey, dont je vous rappelle que le parquet national financier s'est saisi de l'affaire. Là aussi, plus personne n'en parle dans cette campagne. Donc, je pense qu'il est temps que le peuple français reprenne le contrôle de son destin. Encore une fois, oui, nous allons faire des baisses de taxes. Oui, nous allons exonérer les jeunes de moins de 30 ans d'impôts sur le revenu, ça coûte 2 milliards d'euros. Mais tout cela est chiffré et est compensé par des économies sur, je le disais, sur réserver les aides sociales aux Français, donc sur la lutte contre l'immigration, sur la baisse de la cotisation à l'Union européenne, moins 4 milliards par an, sur la lutte contre la fraude. Vous savez que nous souhaitons créer un grand ministère contre la fraude. Charles Prats, qui est un grand magistrat, a remis une étude très sérieuse dans laquelle il explique que la fraude, c'est jusqu'à 50 milliards d'euros par an. On mettra en place, par exemple, je vous donne un exemple très concret pour être précis, la carte vitale biométrique qui permettra de faire la chasse aux fausses cartes vitales. Donc, on a des moyens concrets pour faire des économies dans les mauvaises dépenses de l'État et pour, je dirais, alléger la fiscalité et le poids qui pèse sur nos concitoyens les plus modestes qui en ont le plus besoin. Alors, une question sur l'Europe dans quelques instants et une question sur la crédibilité, par exemple, d'une de vos mesures, le blocage des prix de 100 produits de première nécessité. Vous savez que... La suppression de la TVA. La suppression de la TVA, parce qu'il n'y a pas de blocage des prix. En fait, ce que nous souhaitons faire, on a parlé beaucoup de mesures sur l'énergie. Il y a une grande inquiétude pour les Français, c'est l'alimentation aussi. Et ce que nous souhaitons faire, c'est générer, à partir du moment où l'inflation est 1 point supérieur à la croissance, nous allons sélectionner un panier de 100 produits de première nécessité. Alors, ça peut être le riz, les pâtes, les produits hygiéniques pour les femmes. Là-dessus, vous baisserez la TVA. Et là-dessus, on exonère la TVA. On sort la TVA. Donc, vous baissez les prix. Exactement. Et c'est l'État qui prend sur lui de ne pas recevoir les recettes de la TVA. Et donc, les questions qui vont vous être posées, ça va être vraiment comment vous entretenez les services publics, toutes ces taxes, même si elles font mal. Vous avez le sentiment qu'ils sont entretenus, les services publics ? Oui. Aujourd'hui, Parce que les gens se disent, mais en fait, on paye toujours plus d'impôts, mais en fait, les hôpitaux sont de plus en plus dégradés, il y a de moins en moins de policiers autour de moi, la poste, c'est toujours plus long, donc, je veux dire, moi, je veux bien, hein, mais on part d'une situation, on hérite d'une situation qui est difficile, mais moi, je veux juste, c'est le message que je dis aux Français, je veux dire, ça fait 30 ans que vous essayez la même chose. Ça fait 30 ans que vous mettez les mêmes politiques au pouvoir. Et Emmanuel Macron n'a pas été une ère nouvelle. Ça a été la synthèse de 30 ans de politiques libérales qui ont été conduites. Je dis que les idées qu'on défend sont majoritaires dans le pays. Ce sont des idées de bon sens. Et croyez-moi, on peut faire beaucoup de choses pour améliorer le quotidien des Français. Alors sur l'Europe, justement, vous dites on baisse la contribution de la France. On la baisse de 4 milliards. De 4 milliards. Alors moi j'avais lu 5 milliards. Mais, on la passe de 9 à 4, donc de 5 milliards. On la baisse de 5 milliards. Moi je ne comprends pas comment vous faites parce que le budget il a été voté jusqu'en 2027. Et donc normalement, tous les autres pays ont déjà leur contribution et notamment des pays alliés qui seraient vos alliés, c'est-à-dire la Pologne ou la Hongrie, ils ne seront pas tout à fait d'accord pour qu'on change leur contribution, puisque si on change celle de la France, le budget global va être affecté, et de toute façon, il est voté jusqu'en 2027. C'est très technique, mais c'est concret, c'est précis. Et ça, c'est quelque chose qui va vous arriver le lendemain si vous êtes élu. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que le pays que vous avez cité et les pays auxquels vous faites allusion, qui sont des bénéficiaires, nous on est contributeurs déficitaires, c'est-à-dire que la France donne beaucoup plus, mais plus au panier commun qu'elle ne reçoit en échange. Et ben justement, il y aura moins d'argent à recevoir. Qui contestent le fonctionnement même de l'Union européenne et qui ont tout intérêt à une renégociation. Il y a des procédures qui sont engagées aujourd'hui extrêmement fermes de la part des institutions européennes contre la Pologne, contre la Hongrie, au motif essentiel que ces pays-là ont refusé d'accueillir notamment des migrants durant la crise des réfugiés en 2010. Alors, il y a d'autres sujets. Non, c'est d'autres sujets. Enfin, avec sur la Pologne, c'est l'état de droit et la justice, l'indépendance de la justice en Pologne. Exactement. Là-dessus, vous dites quoi sur l'indépendance de la justice ? Je dis que nous, on défend l'indépendance de la justice. D'accord, donc pas comme les Polonais, en l'occurrence. Non, mais je veux dire, à partir du moment où vous avez 27 pays dans la même union, il y a forcément des différences entre les États. En revanche, ce qu'on souhaite, nous, c'est transformer cette Union européenne en une coopération entre États. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain, je vous l'accorde, mais la différence avec 2017, on a peut-être eu une approche
peut-être trop brutale de ce rapport aux institutions, avec une volonté peut-être trop brutale de rompre avec l'Union européenne, de rompre avec la monnaie unique, qui n'est plus aujourd'hui, qui n'a plus lieu d'être, parce que d'abord, les institutions européennes ont évolué. Surtout, on a des alliés puissants de l'intérieur. Marine Le Pen a rencontré le Premier ministre polonais, le Premier ministre hongrois. Vous savez oui, que nous avons des alliés. Qui ne s'entendent plus du tout aujourd'hui. Vous êtes au pas courant, parce qu'avec Poutine, il y en a un qui est contre Poutine et l'autre qui soutient Poutine. Ça n'est pas, encore une fois, si, ça n'est pas le sujet. Parce que, ça compte. Parce que nous acceptons que ces États aient des différences, parce qu'on est respectueux de la souveraineté des nations. Ce qu'on dit juste pour que les Français comprennent bien, c'est que nous souhaitons, et Marine a annoncé qu'elle fera son premier déplacement à Bruxelles, aller devant les institutions européennes pour récupérer le volant de la voiture, pour avoir le droit, et nous renégocierons cela, de faire du patriotisme économique, c'est-à-dire de pouvoir donner une priorité concrète par le droit dans la commande publique aux TPE, PME et aux entreprises françaises qui en ont bien besoin. C'est de pouvoir admettre la supériorité du droit national sur le droit européen et surtout d'avoir la maîtrise de notre politique migratoire et de notre frontière. Et vous savez qu'on souhaite notamment sortir des accords de Schengen. Alors justement là-dessus, c'est l'exemple type de la Pologne, par exemple, qui veut que le droit national soit supérieur au droit européen, en l'occurrence sur l'indépendance de la justice qui n'est pas respectée en Pologne. Bon, aujourd'hui, il y a donc une procédure contre la Pologne, mais j'allais dire, ce n'est que la Pologne. Et il y a une procédure contre la Hongrie, mais si c'était une procédure contre la France, vous croyez que ça ne va pas bloquer tout le système et qu'on ne va pas se retrouver dans une forme de bras de fer ou d'obligation de Frexit, mais qui ne sera pas claire et où on va créer une situation de crise européenne grave? Non, parce que nous n'admettons pas le simple fait que des commissaires européens qui ne sont élus par personne, que des technocrates européens, viennent nous dire ce que nous devons faire. Quand vous rentrez chez vous le soir dans votre immeuble, vous n'allez pas vérifier si le voisin a passé l'aspirateur. Eh bien, avec l'Union européenne, ça doit être pareil. Donc, on souhaite changer radicalement la nature des institutions européennes. Enfin, je veux dire, ça fait quand même 40 ans que l'Union européenne s'approfondit, que les nations se sont affaiblies. Et voyez bien que le poids de la France, j'ai beaucoup de respect pour la Pologne ou la Hongrie, mais je veux dire, les deux pays qui pèsent le plus au sein de l'Union européenne sont la France et l'Allemagne. Vous êtes député européen, vous le savez bien. À partir du moment où la France et l'Allemagne oui, mais si la France, impulse quelque chose, ce n'est pas la même chose que si c'était un pays beaucoup plus petit, entre guillemets. D'accord, mais l'Allemagne n'est pas d'accord du tout sur la remise en cause des institutions européennes. Là, il n'y a pas de doute. Mais pour une raison très simple, c'est que l'Union européenne s'est construite au bénéfice exclusif de l'Allemagne. Et le meilleur exemple, c'est l'euro. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir rééquilibrer les pouvoirs, rééquilibrer le partage des pouvoirs au sein de l'Union européenne. Et si vous voulez, moi, ce que je déplore, c'est que l'UE est aujourd'hui, je veux dire, emmêlée dans un imbroglio technocratique, juridique, alors même qu'on passe à côté des grands défis de notre siècle. L'immigration, la 6G, l'intelligence artificielle, la transition énergétique. Jordan Bardella. Et la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine qui fait que l'Europe s'est retrouvée et s'est consolidée pour faire face à Vladimir Poutine. Et la guerre en Ukraine sur laquelle on a des doutes parce que Marine Le Pen avait beaucoup parlé et s'était affichée aux côtés de Vladimir Poutine. Comme Emmanuel Macron. Et oui, Emmanuel Macron aussi, il l'a reçu effectivement. Oui, il l'a toutes les semaines au téléphone. Mais il a représenté, justement, par rapport aux Allemands, il a été celui qui parlait au nom de l'Europe à Vladimir Poutine. Avec les résultats qu'on connaît. Oui, bien sûr, mais enfin, pour le moment, je ne sais pas, mais peut-être que Marine Le Pen va pouvoir téléphoner à Poutine et va lui dire arrêtez la guerre en Ukraine, ça serait super, ça serait formidable. Avec beaucoup d'humilité, je pense que personne n'est en capacité de le faire. Donc c'est vrai que je ne crois pas que quelqu'un soit en capacité. C'est que quand Emmanuel Macron est reçu par Vladimir Poutine, il n'est pas perçu comme le président de la République française. Il n'est pas perçu comme le président de la République française libre, grande et autonome. Il est perçu comme le petit télégraphiste de Washington et de la Commission européenne. Or, le poids de la Commission européenne, pardonnez-moi, mais c'est zéro. Dans la guerre au Mali, on a bien été seul. L'Europe de la défense, c'est un mirage. Oui, mais aujourd'hui, les Allemands veulent avoir un budget militaire. C'est nouveau. Il y a des choses qui bougent en Europe. Vous le savez bien. Vous êtes député européen. Parce que l'Allemagne n'a pas d'armée. L'Allemagne a une défense. En vérité, la France est le seul pays d'Europe à avoir une véritable armée. Donc, c'est en train de bouger. La France doit retrouver une voie autonome, une voie indépendante, une voie souveraine. Solitaire. Et non, pas solitaire. Je veux dire, la France n'a jamais autant pesé dans le concert des nations que quand elle avait les mains libres. Et nous, ce que nous souhaitons faire, c'est retrouver l'esprit non aligné qui était l'esprit du général de Gaulle, qui était l'esprit de la chaise vide, qui était l'esprit d'équilibre entre à la fois l'Est et l'Ouest. Donc de la crise. Non, pas de la crise. Parce que la crise, on l'a maintenant. Emmanuel Macron a insulté la quasi-totalité des dirigeants européens. Il a fallu rappeler l'ambassadeur en Italie. Il est en conflit avec la Pologne. Il est en conflit avec
la Hongrie, il est en conflit avec tout le monde. Il est en conflit avec les Français, mais aussi avec tous les étrangers avec qui il a dialogué. Donc, je veux dire, il y a un besoin aujourd'hui de concorde, d'apaisement dans le pays. Nous voulons un État qui soit en paix à l'intérieur et respecté à l'extérieur, pour reprendre une formule bien connue. Une dernière question, très rapide. Je sais que quand on compare la situation d'aujourd'hui, souvent Marine Le Pen compare avec l'arrivée de François Mitterrand en 81, mais il avait des gens autour de lui qui avaient une expérience politique d'élus et aussi d'années de combat. Vous en avez aussi. Vous faites partie de ceux qui en ont, et c'est clair. Mais on ne voit pas totalement son gouvernement là. Et c'est dans une semaine, enfin dans 15 jours. Si jamais elle arrivait au pouvoir, avec qui est-ce qu'elle gouvernerait ? Le problème, c'est que quand on... Enfin, je veux dire, moi, je veux bien, hein, mais si demain on vous donne des noms, vous n'allez pas les inviter sur les plateaux. On a invité vous a donné Monsieur Garot, qui sera le ministre de la Justice. Il était hier sur LCI. Il était hier après-midi sur LCI. Mais pas dans le format dans lequel je suis reçu ce soir. Je suis très honoré d'être reçu. Non, il a été reçu hier après-midi. Pourrait-il venir pour vous exposer la réforme de la justice et la politique pénale qu'on souhaite mettre en œuvre. Donc, croyez-moi, les Français, encore une fois, peuvent voir la qualité du travail. Le référendum sur l'immigration, le projet de loi sur l'islamisme, l'ensemble de la batterie de mesures qu'on souhaite mettre en place pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Tout ça a été travaillé avec des hauts fonctionnaires, avec des magistrats, avec des professionnels du droit. Donc, je veux dire... On ne débarque pas, comme Emmanuel Macron, à 3 jours de la campagne, en improvisant un programme. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on s'y prépare. Et croyez-moi, et je pense que les Français le savent, le temps a donné raison à Marine Le Pen. On a des convictions qui sont solides. Aujourd'hui, et l'enjeu de ces 2 prochaines semaines, c'est pour les Français de se choisir un dirigeant, un président de la République, et je l'espère, une femme à la tête de l'État, parce que je pense qu'il est temps de faire élire enfin une femme à la présidence de la République française, et de choisir un projet à porter pour le pays pour les 5 prochaines années. Viendra ensuite le temps de la nomination d'un Premier ministre, et vous savez qu'on est respectueux des institutions, c'est le Premier ministre qui propose le gouvernement au président de la République. Donc on est respectueux de l'esprit des institutions. Il y aura des gens, y compris à la majorité présidentielle, qui viendront de tous bords politiques, qui viendront des Républicains, avec qui nous avons des contacts, avec qui nous travaillons. Parlez avec eux aujourd'hui. Mais on parle avec beaucoup de gens. Par exemple. Vous donnez non. Si. Mais je vous ai dit Jean-Paul Garot. Oui, mais ça on le connaît. Mais maintenant, dans ceux qu'on ne connaît pas encore, vous devez donner confiance. Vous donnez des preuves de crédibilité. Est-ce que pendant l'entre-deux-tours en 2017, vous connaissiez le nom d'un seul ministre d'Emmanuel Macron ? Non. Personne ne lui posait cette question. Les 2 premières années, on a beaucoup critiqué leur amateurisme. Alors on se dit, on va recommencer encore. Mais parce qu'ils ont zéro conviction et qu'ils faisaient tout et le contraire de tout. Nous, croyez-nous, on a des convictions et je pense qu'on peut tout nous reprocher, mais on peut peut-être pas reprocher à Marine Le Pen une sincérité, une cohérence et une forme de... Elle a changé sur pas mal de choses, elle en est contente, elle l'affirme. Pour vous répondre, il ne s'agira pas de porter le Rassemblement national au pouvoir. Il y aura des gens qui viendront de tous horizons politiques. Et croyez-moi, quand vous devenez la présidente de la 7e puissance mondiale, vous avez le choix pour composer votre gouvernement. Et puis, on a beaucoup d'élus. Il y a près de 1000 élus partout en France, des parlementaires. Évidemment que les Français connaissent et qui passent régulièrement sur les plateaux de télévision, j'en fais partie, mais évidemment d'autres avec qui on travaille. Et je pense que les 6 mois de campagne, on a vu une Marine Le Pen solide, une Marine Le Pen concrète, et elle s'est préparée aussi avec des gens, vous vous en doutez bien, les Français s'en doutent bien. Mais ce temps-là viendra. Merci beaucoup, merci Jordan Bardella d'être venu sur notre